Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, quatrième épisode de webinaire concernant le packaging. Comme à son habitude, je vous propose d'attendre 1 à 2 minutes les derniers arrivants et on va pouvoir commencer juste après. Allez, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous. De nouveau, bienvenue dans ce quatrième épisode de cette série de webinaires. Donc, c'est le quatrième et dernier épisode qui traite, une fois n'est pas coutume, des sujets liés au packaging. Je suis Olivier Terrier, donc je suis le directeur de la BU Santé, Pharma Bien-être du pôle Procurement du groupe EPSA. Donc, avant tout, on voulait déjà vous remercier pour votre présence. Vous êtes encore une fois nombreux à participer et on voulait vous en remercier. Je crois que c'est un sujet qui vous anime et nous également. Donc, lors de cet épisode, nous allons aborder la digitalisation du packaging. Voilà, quel impact, pour quel ROI, donc quel retour sur investissement. Donc, n'hésitez pas pendant ce webinaire à poser vos questions tout au long de la session et on tâchera d'y répondre à la fin. Donc, pour parler de ces sujets, je suis entouré d'experts que je vais laisser se présenter, Zeynep Balsi et Sébastien Sylvestre. Bonjour, merci Olivier. Je pense qu'on a un problème, Zeynep. Sébastien? Oui, je vais prendre mon tour la main. Donc, Sébastien Sylvestre, je suis le manager de Pack Avenir, qui est une structure de conseil en emballage dans laquelle nous œuvrons auprès des entreprises sur tout ce qui est optimisation packaging et développement de nouveaux packaging et analyse de la valeur de vos packaging existants. Merci Sébastien. Donc Zeynep travaille chez ESCO, qui est justement l'outil de digitalisation qui fait partie de l'Alliance. Zeynep, tu es revenue? Oui. Ok, on t'avait perdu. Oui, j'avais remarqué. Présente-toi, Zeynep. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai rien fait, mais donc ça me donne une autre chance de me représenter. Comme Olivier a dit, je m'appelle Zeynep Balsi, je suis account executive chez ESCO. Je travaille pour la région Benelux, la France, et le but est que moi j'aide nos clients, prospects à trouver une solution pour leur digitalisation. Merci Zeynep. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours ce slide que vous commencez à connaître parce qu'on voit qu'on a de la récurrence dans les participants. Mais voilà, je pense qu'il est toujours important de reparler du groupe EPSA, qui est un leader européen, créateur et producteur de performance durable. Donc on a plus de 25 bureaux à l'international, plus de 1500 collaborateurs et 4600 clients.
Donc, on est le seul acteur à proposer un accompagnement global 360 à travers 7 grandes expertises qui sont complémentaires. Alors, ici, on va parler de transformation digitale, performance achat supply, on a une marketplace, le financement et management de l'innovation, on peut aller faire de la performance énergétique et environnementale, l'optimisation des charges fiscales et sociales, et également de la gestion financière pour tout ce qui va être risque financier. Donc, tous ces métiers font que nous sommes en mesure d'apporter une offre 360 à nos clients. Alors, pourquoi avons-nous mis sur pied, pardon, je remonte. Alors, pourquoi on a mis sur pied cette alliance du centre packaging? Donc, on sait qu'aujourd'hui, ces organisations packaging n'ont que rarement les moyens nécessaires pour adresser l'ensemble des objectifs qui sont fixés par les services commerciaux, marketing, production, achat, qualité, réglementaire. On retrouve presque systématiquement des organisations en silo, des gestions des spécifications techniques non optimisées qui ne sont pas toujours complètes ou non standards. Et par conséquent, ce manque de visibilité sur l'ensemble des sites ou des fournisseurs et spécifications. Donc, ce manque de visibilité, c'est souvent une tare des organisations packaging sur laquelle il faut travailler. Donc, c'est à partir de ce constat-là et pour répondre aux enjeux de performance durable qu'on a créé ce centre d'excellence packaging. Donc, il est composé de 3 acteurs principaux. EPSA, qui va apporter son expertise en gestion de projet en achat packaging. PAC Avenir, qui grâce aux ingénieurs PAC va apporter leur expérience et expertise pour faire de l'analyse de la valeur et optimiser les packaging. Et ESCO, qui est ici représenté par Zeynep, qui grâce à ses solutions digitales Process Management facilitera la gestion des packaging pour gagner en efficacité. Donc, c'est vraiment cette alliance qui va permettre d'accompagner les entreprises à rechercher des pistes d'optimisation, de faire de l'éco-conception et bien entendu à trouver des solutions d'optimisation et de gestion de packaging. Donc aujourd'hui, au travers de cet épisode, nous allons faire le constat de ce qu'on peut retrouver généralement chez nos clients. On abordera ensuite le Digital Maturity Model, les challenges des marques et de leur supply chain, et quel ROI, donc quel retour sur investissement. Et nous parlerons bien évidemment des avantages de la digitalisation. Donc, je laisse la main à Sébastien qui va initier ce webinaire. Merci. Merci Olivier. Donc juste pour bien recentrer le besoin, faire un petit flashback pour ceux qui étaient là au premier épisode de webinaire, sur lequel on avait beaucoup insisté sur le développement d'une approche d'excellence packaging, avec 4 piliers principaux qui étaient la maîtrise, on va dire, de la partie science packaging, bien connaître ses matériaux, avoir de la méthodologie, la déployer, travailler en design to value, analyse de la valeur, et on avait déjà à l'époque esquissé le trait de la gestion digitalisée des articles de conditionnement, ce qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu quelles sont les thématiques des entreprises, des clients avec lesquels nous travaillons, qui vont amener cette nécessité de digitalisation, parce que c'est vraiment le sujet du jour. Il y avait des critères aussi qui étaient à l'époque l'efficience fonctionnelle, le coût investissement, toute la partie réglementaire et la partie RSE, qui sont, on va dire, les contraintes positives, bien sûr, qui vont autour de nos emballages. Mais les 4 piliers sur lesquels nous, on s'était fixés et qui sont aujourd'hui les 4 points sur lesquels il faut bosser, avec une gestion digitalisée des articles de conditionnement. Donc, dans les 2 slides qui suivent, j'ai essayé de faire une petite synthèse de ce qu'on a besoin d'adresser en entreprise. Je vais te laisser passer la slide, Olivier, s'il te plaît. Donc, par grande thématique, on va retrouver la plupart du temps des éléments qui sont liés à de l'optimisation technique et de l'optimisation, on va dire, de nos emballages pour pouvoir faire des économies. Surtout dans la période où on a énormément de hausse matière, il est important de pouvoir, nous, en interne, dans les entreprises qui sont utilisatrices d'emballage, de travailler sur nos packaging, d'aller voir un petit peu où on en est, de regarder où on va dire on est trop 10 ans sur la matière. Donc, les actions d'optimisation du packaging qui sont liées, on va dire, à des économies. L'idée, c'est d'avoir un cadre de référence avec des datas qui sont très importantes, c'est-à-dire quelles sont les datas nécessaires et quelles sont les datas optionnelles pour bien définir nos emballages.
Après, il y a toutes les actions d'optimisation de packaging par famille, avec toujours pareil des data techniques justes et disponibles. Donc, on doit absolument les avoir à disposition et pouvoir alors compter sur ces datas-là et puis pour pouvoir les extraire et puis travailler derrière, faire des chantiers d'optimisation, pouvoir faire du tri, pour pouvoir, je ne sais pas moi, rassembler ça par business unit ou par famille ou par zone géographique. Et après, derrière, il y a l'évaluation et la proposition en interne d'action, faire des tests industriels parce qu'on aura décidé de faire de la réduction de grammage sur tel ou tel élément ou d'harmoniser nos lèses sur des blisters, ce genre de choses. Et puis pour pouvoir après adresser et puis pousser des appels d'offres. Donc c'est vraiment comment on se met au service de ces actions qui sont des actions du quotidien et comment est-ce qu'on est capable de venir extraire ces datas. On a aussi beaucoup d'actions d'optimisation à mener. Alors j'ai appelé ça RSE, mais là on est plus sous la pression, on va dire, réglementaire. Donc là, c'est important de pouvoir classifier nos articles de conditionnement par nature de matériaux, donc avoir une vraie vision de ce qu'on a aujourd'hui comme matériaux, quels sont les matériaux qui sont aujourd'hui recyclés et recyclables, quels sont les matériaux qui ne le sont pas, entre guillemets, parce qu'ils sont complexes, quels sont les matériaux, même si c'est des monomatières, qui ne sont pas aujourd'hui collectés, recyclés, revalorisés, puisqu'il faut qu'on puisse apporter des réponses d'un point de vue réglementaire à tout ce qui arrive aujourd'hui. Vous connaissez toute cette, on va dire, toute cette ribambelle de législation, mais il y a beaucoup de choses qui tombent. Il faut qu'on sache que nous, on met sur le marché, qu'on puisse travailler sur les bons chantiers. Et là, c'est pareil, évaluer et proposer en interne des actions, c'est-à-dire faire des migrations de matière, faire des tests industriels et éventuellement de l'investissement parce qu'on sera obligé d'adapter nos machines de conditionnement et pouvoir aussi pousser des appels d'offres. On est tous dans cette mouvance et on a la nécessité d'avoir une base de données packaging la plus propre possible. Après, on a un troisième axe de travail qui est d'amener aux développeurs pack et aux acheteurs packaging des datas aussi les plus alignées possibles par rapport à la réalité, pour une chose qui est simple, qu'on fait au quotidien, qui est le développement de nouveaux packaging au plus juste. Avoir nos packaging existants dans une base exploitable, avec déjà des éléments qui existent, ça sera pouvoir nous référer à des solutions existantes sans relancer une consultation, on va dire, tout azimut, et sans avoir de vraies valeurs. Donc, si on a déjà des emballages par transposition qui fonctionnent bien avec des data, des attributs techniques qui sont bien définis, le développement d'un nouveau packaging va être facilité et on va gagner en efficience et en temps de déploiement. On a parlé tout à l'heure des augmentations de matières premières et puis même des pénuries de matières premières. Donc là, on va pouvoir lancer des appels d'offres qui sont rapides, qui sont précis et qui seront facilement exploitables pour décision. L'idée, c'est de pouvoir avoir des datas qui sont solides, de consulter avec des datas qui sont déjà renseignées et ces datas-là, quand elles vont revenir avec des propositions de chez nos fournisseurs, de pouvoir les mettre dans un même tableau et puis comparer des choses comparables, comparer les mêmes attributs et pour pouvoir prendre des décisions rapides et complètement structurées et logiques. Donc la précision et la concision de la demande qu'on sera capable d'adresser à nos fournisseurs nous garantira une précision et une pertinence des réponses. Et c'est quelque chose qui est très important pour un service achat. Et cette base, elle doit être disponible, elle doit être exploitable. L'idée, c'est de pouvoir matricer les retours pour faire des choix logiques et structurés et aller vers la meilleure proposition pour pouvoir passer cette zone de turbulence qui s'appelle l'augmentation des matières premières avant de revenir à quelque chose d'un peu plus établi, mais toujours se dire je suis au plus efficient par rapport aux réponses qui me sont faites. Donc pour ces trois bonnes raisons-là, pour ces trois, on va dire, activités du quotidien de notre travail, on a la nécessité de digitaliser les spécifications packaging. C'est pas envisageable aujourd'hui d'en avoir un peu partout, d'en avoir sur Excel, d'en avoir sur des plans, d'avoir des datas qui sont manquantes, de ne pas les avoir entre guillemets à sa main quand on en a besoin, et puis de ne pas pouvoir faire des appels d'offres qui soient structurés. Donc il faut les mettre à disposition dans un outil digital type Web Center. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous on s'est unis avec ESCO pour pouvoir proposer quelque chose de complémentaire et un outil qui est déjà adapté aux besoins. Avoir des bases propres, donc ça c'est un vrai travail à faire par les équipes qui vont alimenter le sujet, l'outil. Très important que ces datas soient en ligne avec la réalité du terrain, qu'elles soient mises à jour, c'est très important, et qu'elles soient maintenues. C'est une vraie activité. Et après, derrière, l'exploitation pour
alors les responsables de développement packaging, la supply, les achats, la qualité pour la réception des articles de conditionnement. C'est trier, filtrer, extraire les datas à l'usage. On en a aussi besoin pour pouvoir vraiment se dire, bah, aujourd'hui, on utilise un outil qui est facile on va dire, à sourcer, dans lequel on peut aller récupérer toutes les datas nécessaires. Donc la digitalisation fait partie, c'est le 4e pilier de l'excellence packaging. Voilà pour cette première introduction. Donc un petit retour sur ce qu'on avait vu donc dans la slide précédente. La maîtrise des articles packaging, le packaging science, le métier du packaging et la digitalisation vont nous permettre après derrière de faire tout ce travail circulaire qui est très important sur l'identification des leviers d'optimisation, le lancement de chantiers d'éco-conception, très important du côté achat, réalisation des appels d'offres et travailler sur des chantiers de réduction, de changement de matières premières qui permettront de s'adapter aux événements qui sont liés aux augmentations des prix et aussi à toute la partie réglementaire. Voilà, donc je passe la main à Zeynep pour la suite du webinaire. Merci beaucoup, Sébastien. Comme Sébastien a dit, il y a plein d'acteurs ou facteurs dont on doit prendre compte quand on parle de digitalisation. Et du point de vue d'ESCO, quelles sont les choses que nos clients, nos prospects entendent et voient aujourd'hui? En fait, le marché du packaging est sans cesse en mutation. Il dépend bien de facteurs, qu'ils soient économiques, environnementaux ou réglementaux. Et nous assistons à une ère de toujours plus et toujours plus vite pour répondre aux exigences des consommateurs et à gagner des parts de marché face à une concurrence accrue. Donc, toutes ces exigences représentent des risques pour les marques. Risques liés à la bonne gestion de données, risques liés à des équipes fragmentées qui se situent un petit peu partout dans le monde, risques liés à l'image de marque qui doit être consistante et constante, quel que soit le support de l'emballage, et risques économiques liés à un mauvais étiquetage et au coût qui représente un rappel de produit. Si on passe au slide prochain. Donc, les marques aujourd'hui subissent des pressions multiples. Tout d'abord, il y a des pressions de l'industrie. En effet, les marques doivent s'assurer d'une constante conformité aux réglementations. Or, le rythme des changements réglementaires s'accélère. Il est plus difficile de suivre l'impact des versions et les versions suivant les législations en vigueur qui, en plus, diffèrent d'un pays à l'autre. Toutes ces informations qui se retrouvent sur un emballage ou une étiquette sont cruciales. Dans le cas d'une posologie ou d'un ingrédient mal libellé, la santé des consommateurs peut en dépendre. Les marques doivent également tous adopter une démarche éco-responsable de plus en plus. Elles subissent également plus que jamais des pressions économiques lourdes, comme les augmentations des coûts, Sébastien en avait déjà parlé aussi, pénurie d'approvisionnement, hausse des carburants. Et toutes ces pressions véhiculées par l'industrie pèsent et se transforment en pression opérationnelle aujourd'hui. En effet, aux pressions externes s'ajoutent aussi des pressions organisationnelles internes à la marque. Comment la marque gère ses processus d'emballage entre ses départements et comment collabore-t-elle avec ses partenaires et toute sa supply chain? On constate que les différentes parties prenantes travaillent souvent en silo et ça se traduit par des frustrations. Quand les tâches pourraient être mutualisées, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles sont souvent dupliquées. Et c'est justement là que les erreurs peuvent rentrer dans un étiquetage. Les manques organisationnels et opérationnels sont multiples. Il y a un manque en matière de bonne gestion et accessibilité des données, manque de communication, manque de visibilité des différents projets, manque de solutions et systèmes dédiés, automatisés et connectés avec l'ensemble des parties prenantes à la création et à la gestion des projets d'emballage. Les points de contact manuels et leur manque d'automatisation sont un obstacle à l'amélioration des délais d'exécution et au contrôle de la qualité d'emballage. En plus, on voit que de plus en plus, le travail à domicile est là pour rester et ça donne des nouveaux problèmes. Donc, comment est-ce que les compagnies font organiser des collaborations plus virtuelles et plus digitales entre leurs membres d'équipe? D'après un sondage effectué par Forrester, les professionnels de la création d'aujourd'hui sont confrontés à une augmentation de données et contenus de marques à gérer.
alors que la demande des clients pour toujours plus de contenu n'arrête pas d'augmenter. Il va en même que les exigences envers les professions de la création. Les exigences et les charges de travail ont fait en sorte que la plupart des professionnels doivent porter plusieurs casquettes au sein de leur organisation. Mais bien sûr, avec ces nombreuses casquettes, vient aussi souvent de nombreux outils et nombreux points de collaboration. Les professions de la création sont poussées à leurs limites lorsqu'il s'agit de fournir du contenu. Ils sont chargés d'une pléthore d'outils révélant les écarts entre ce qu'ils ont besoin pour leur boulot et collaborer efficacement avec les outils dont ils disposent aujourd'hui. Donc, cette sondage entre plus de 460 professionnels et managers de la création et du design, Forrester a constaté que 81% des répondants ont indiqué que les attentes des consommateurs en matière de contenu sont à un niveau record. Or, 79% des professionnels de la création ont du mal à répondre aux demandes de la création de contenu aujourd'hui. Si on passe au prochain slide, ici, vous voyez un exemple d'un étiquetage. Au premier lieu, ça a l'air d'être très simple. Mais quand vous allez voir en détail, créer une étiquette implique de gérer une pléthore d'informations générées par une multitude d'intervenants. Chacun responsable de chaque donnée. Comme vous voyez ici, au début, sur une étiquette, il y a plein d'acteurs, mais elles sont un petit peu dispersées partout. Et donc, faire une étiquette est très complexe. Si on passe au prochain slide. Donc, chez ESCO, quand on parle de digitalisation des process d'emballage, il s'agit en premier lieu de se rendre compte de son état de maturité actuel et donc comprendre quelles en sont les étapes. Nous avons mis au point un modèle de maturité digitale pour accompagner pas à pas les marques dans leur digitalisation. Donc, il s'agit de visualiser où vous vous trouvez au début et où vous souhaitez vous trouver prochainement dans ce modèle et adopter les outils digitaux qui permettent d'accéder au prochain palier. C'est tout l'accompagnement que propose ESCO grâce à sa suite de solutions dédiées à la création et à la gestion des projets de packaging et grâce à ses équipes de professionnels qui vous accompagnent pas à pas dans ce modèle. Je passe le mot à Olivier. Merci Zeynep. Donc, pour franchir toutes ces étapes, il ne faudra jamais négliger l'accompagnement au changement. Et effectivement, ce qu'on appelle le change management ne doit absolument pas être, comme vous voyez sur la photo, un saut dans le vide. Ça ne va pas ressembler à ça. C'est quelque chose qui se construit tout au long du projet et qui permettra de faire évoluer les organisations, l'outil et les processus, parce que c'est ce triptyque là, tout est lié, organisation, process, outils. C'est quelque chose qui se traite conjointement. Donc, quelques grandes étapes sont alors importantes à respecter et en n'oubliant pas le fait qu'il doit y avoir des actions de communication tout au long de cette transformation. Donc, tout d'abord, cette première étape qui va être l'initialisation, une phase dans laquelle on définira les objectifs de la stratégie de change. On va définir également le plan de communication, c'est important. La création, la mise en place d'un réseau de change. On va s'appuyer sur des collaborateurs et des ambassadeurs. Et on va aussi travailler la définition de la méthode des outils d'analyse d'impact. Donc ensuite, c'est cette deuxième étape, on va faire l'analyse d'impact du change, étape dans laquelle en fait il faudra analyser ces impacts-là, élaborer le plan de formation et bien évidemment revoir ce plan de communication qui va vivre tout au long du projet. On aura des sessions de formation en amont du démarrage pour que tout le monde soit prêt le jour où on tournera la clé. Et une fois le projet démarré, il sera important de mesurer et d'accompagner pour s'assurer de la bonne adoption de l'outil, des organisations et des processus. Donc, quelques bonnes pratiques pour un projet réussi. Définir une équipe projet qui implique toutes les parties prenantes. Définir un périmètre pilote. Donc, le modèle Big Bang peut fonctionner. Après, ça dépend des tailles d'entreprise, mais il est toujours important de commencer à faire un pilote plus petit, plus acceptable, plus facile à déployer pour voir un petit peu comment ça fonctionne et ensuite adapter si besoin.
définir ce qu'on appelle le as-is et le to-be, donc la situation actuelle et la situation future, où est-ce qu'on veut arriver. Bien définir les objectifs, la stratégie, le plan de communication, les KPI, donc tout ce qui va être reporting. Et puis, voilà, quand on met en place un outil, il va être intéressant et important de penser aux tâches qui peuvent être automatisées au maximum. Il faut aller chercher la simplicité. Il ne faut pas aller chercher de la complexité pour les utilisateurs, sinon l'accompagnement au changement sera bien évidemment plus compliqué. Et donc, l'objectif, ça va être de trouver, de sélectionner une solution qui soit flexible et configurable. Zeynep, je te redonne la main. Merci beaucoup, Olivier. Donc, effectivement, plus concrètement, comment est-ce que nous, ESCO, aidons nos clients? Ici, vous voyez la suite des solutions digitales d'ESCO pour la création et la gestion d'emballage. Nous proposons aux marques et à leurs partenaires plusieurs outils. Vous voyez à gauche, tout d'abord, il y a les outils d'emballage, comme des outils de design structurel et conception 3D de packaging avec ArtiosCAD et Studio qui permettent d'obtenir la conception virtuelle avant production. Nous fournissons aussi également un logiciel de palettisation qui vous permet dès le début de la création de vos emballages de connaître et d'optimiser le nombre d'emballages primaires et secondaires que vous auriez à transporter sur chaque palette, chaque camion ou autre moyen de transport. Tous ces outils sont intégrés dans notre outil de gestion de projet d'emballage WebCenter. Alors, WebCenter devient à ce moment-là votre colonne vertébrale pour tous vos projets d'emballage. Cette solution de collaboration digitale accessible par toutes les équipes internes ou externes permet alors de gérer toutes les étapes. Vous allez pouvoir gérer le briefing et les spécifications dès le départ, la gestion de tous vos designs, la gestion des données comme les textes, symboles, codes barres ou autres éléments graphiques, la gestion de couleurs aussi, et bien sûr la révision des annotations et possible traduction tout au long du processus grâce au flux de travail qu'on a implémenté, jusqu'aux approbations finales et à leur distribution aux imprimeurs, aux autres canaux digitaux d'e-commerce. Comme vous voyez, on a la chaîne au début avec les solutions structurelles visualisation. Au milieu, on a un WebCenter qui intègre tout ça. Et à la fin, vous allez pouvoir envoyer tout ça à vos imprimants et e-commerce. Et tout au long, vous allez avoir un dashboard où vous allez pouvoir suivre tous vos projets et vos clés performance. Si on passe au slide suivant. La digitalisation du packaging s'inscrit dans une approche globale, durable et éco-responsable. En effet, grâce à la digitalisation des processus d'emballage, les marques gagnent non seulement du temps et de l'argent, elles gagnent aussi en contrôle de la qualité en évitant les possibles erreurs de conception d'emballage. Rappelons-nous qu'un appel de produit dont la cause est très souvent liée à un mauvais étiquetage représente en moyenne 12 millions de dollars, sans parler des dommages sur l'environnement et de la destruction de tonnes de produits et d'emballages. Aussi, avec les essors des médias sociaux, il ne faut pas oublier que la réputation d'une marque peut être ternie du jour au lendemain. Il y a 55% des personnes changeraient de marque suite à un rappel et 15% des consommateurs n'achèteraient plus jamais un produit rappelé, qui est quand même assez important comme chiffrage. Si on passe à ma dernière slide. Donc, tout cela pourquoi? Pour quel ROI? Ce qui est super important. Quels sont les avantages concrets? Nous avons de nombreux témoignages sur notre site Internet, mais ici sur la slide, vous voyez en résumé, en moyen, les critères de performance que nos clients ont obtenus. Cette enquête a été réalisée auprès de nos clients en 2020 et grâce à cet outil de digital de gestion de projets d'emballage, ils ont remarqué qu'ils ont multiplié par 2 la rapidité de cycle d'approbation. Ils ont obtenu en moyenne 30% d'augmentation des projets d'emballage grâce au flux de travail automatisé. Et ils ont gagné 4% de temps dans leur processus de conception d'emballage.
ici se concluent mes slides. Je passe le mot à Olivier. Merci Zeynep. Je vous remercie pour vos interventions. Merci Zeynep, merci Sébastien. Et on va pouvoir maintenant passer aux questions. Sébastien qui est le maître des questions, est-ce que tu as pu en récolter quelques-unes? Ouais, j'ai récupéré les questions. J'ai une question, je pense, pour Zeynep, c'est comment s'assurer d'impliquer toutes les parties prenantes lors de la mise en œuvre d'un outil de digitalisation d'emballage? Je pense que c'est pour toi, Zeynep, je te laisse répondre. Oui, merci beaucoup Sébastien. En fait, c'est une bonne question parce que quand on commence avec nos clients, la plupart des clients sont pas encore digital, donc ils sont manuels, ils travaillent en silo. Et comment bien mettre tous ces gens ensemble? Quand on commence un projet, pour nous, c'est super important d'avoir tous les acteurs. Donc, on connaît déjà un petit peu le processus de nos clients, le processus qu'ils utilisent aujourd'hui, et on fait en sorte que quand on commence un workshop, que tout le monde est invité, que tous les acteurs qui sont dans ce projet, qui doivent être dans un projet, sont invités. Comme ça, dans un workshop, on peut déjà bien voir le processus. Est-ce que ça veut dire que qu'on a tous, parce que c'est quand même une change management, on remarque que les gens sont effrayés de changer leurs habitudes aussi. Donc, au début, on ne pourrait pas avoir tous, mais on essaye d'avoir au maximum tous les gens qui doivent être là. Ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois que nos clients ont commencé avec un outil de digitalisation, après 6 mois ou 1 an, on fait aussi une récapitulation pour bien voir est-ce que le processus qu'on a implémenté est bien, est-ce que les gens l'utilisent, est-ce qu'on a vraiment commencé à changer les gens vers un projet digital. Donc, pour nous, c'est un processus qui ne s'arrête pas quand on a vendu l'outil, elle continue tout au long de notre partenariat. Ok, merci Zeynep. J'ai une question peut-être un peu complémentaire, mais que je vais peut-être prendre moi, parce qu'elle est un peu en rapport avec ce que nous on fait aujourd'hui avec nos clients. C'est plus lié au temps et à l'effort nécessaire pour basculer, donc implémenter, je pense, c'est ça, et alimenter un outil de digitalisation des emballages. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, mais derrière, après, les retours, ils sont intéressants. Donc, nous, par délégation, on le fait pour un gros client, justement, qui était organisé en silo, comme l'a dit Zeynep. Sur une quarantaine de sites qui étaient, on va dire, cloisonnés les uns par rapport aux autres. Et l'idée, après, c'est que d'un point de vue global, le vrai sujet, c'était comment on fait nos appels d'offres, comment on arrive à les optimiser et comment on arrive à exactement savoir ce qu'on a pour pouvoir faire nos contrôles et puis nos contrôles à la réception. Donc, on a aujourd'hui pour une douzaine de familles d'articles de conditionnement et pour à peu près 6500, 7000 specs estimés, on est sur une année de travail. Donc, on est parti de zéro, on a configuré l'outil conjointement avec notre client pour être complètement efficient et puis pouvoir commencer à pouvoir bien prendre la greffe en interne parce que c'est très important que les gens en aient l'usage. Mais on est sur pratiquement une année de travail. Et alors famille par famille, bien sûr. Et les premières familles sont déjà rentrées et on a commencé justement à pouvoir les exploiter. Et on commence à avoir déjà les premiers effets bénéfiques de l'utilisation de cet outil digital parce que ce qu'ils imaginaient, ce que nous, on a pu imaginer pour eux comme étant des pistes d'économie ne sont pas forcément évidentes. Par contre, on en a découvert d'autres et on est en train de travailler dessus et l'efficience de l'outil commence à arriver. Par contre, il faut du temps et il faut faire cette partie un petit peu rotor qui s'appelle alimenter l'outil et qui est longue. Donc, il y a un effort à faire en interne et en externe. Et si on ne fait pas cet effort-là, on va continuer de ne pas avoir des datas qui sont exploitables et on ne va pas pouvoir être performant. Donc, souvent, notre client nous dit, je sais que vous êtes dans la partie dure, mais après, vous allez voir, on va s'éclater. Alors, c'est bien comme ça. Mais oui, on est en train de pouvoir tirer les fruits de ce travail. Donc, c'est long, il y a de l'effort à faire, mais derrière, il y a du vrai résultat et puis de la performance. J'espère que je réponds à la question de la personne. Et j'en ai une troisième qui est arrivée, qui est un peu plus sur le change management, j'imagine, donc pour toi, Olivier. C'est quels sont les grands principes de ce plan de communication pour pouvoir réussir ce basculement, ce changement d'habitude?
Ouais, effectivement, le plan de communication, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Et oui, il y a quelques grands principes à respecter. Déjà, je pense que ça va être important, et comme l'a dit aussi Zainab, d'apporter un premier niveau d'information globale, donc à tout le monde, à tous les stakeholders, toutes les parties prenantes. Donc, ce premier niveau d'information globale à tous sur le projet et aussi tout sur son avancement pour favoriser ce qu'on appelle la transversalité. Important de donner toujours de l'information à tous et régulièrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter des informations qui sont spécifiques aussi par cible et par métier, puisqu'on bon, en fonction des avancées, on va peut-être pas parler à tous de la même chose en même temps. Donc il va falloir quand même cibler un petit peu les messages. Important aussi, un principe, ça va être de valoriser les acteurs, de valoriser les réussites, de fêter les succès. C'est des choses importantes. Ça fait partie de la communication, ça fait partie d'un plan de communication brique par brique. On arrive à construire le projet et quand on arrive à certains jalons importants, il ne faut pas hésiter à célébrer ces réussites et montrer aussi que le projet avance et tous main dans la main. On parle aussi donc d'adapter, c'est ce que je disais justement, d'adapter les canaux de diffusion aux différents usages. Donc pour ça, il faudra qu'on regarde aussi qu'est-ce qu'on adresse, donc quelle est la cible, pour quelle action de communication, quand est-ce qu'on fait cette action de communication, à quelle fréquence, quel va être le message et puis quel va être du coup quel type de canal on va utiliser. Est-ce que ça va être un mail, une vidéo, une réunion Teams, enfin, que sais-je encore, et voilà, et pour qui, quelle est la destination. Voilà, ça c'est hyper important de pouvoir déjà drafter ce plan de communication-là dans un document. Donc voilà, l'objectif, ça va être un des plus grands principes du plan d'action, du plan de communication, c'est de créer du rythme régulièrement tout au long du projet. Mais alors attention à ne pas surcommuniquer. Il ne faut pas tomber dans trop de communication. Il faut vraiment à mettre le bon message au bon moment, à la bonne cible, dans le bon timing, mais de manière rythmée, mais pas surcommuniquer. Sébastien, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Ok. Eh bien, écoutez, on arrive du coup au terme de cet épisode. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et puis pour vos questions. Bien évidemment, si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous propose de m'écrire un email que vous retrouverez dans la présentation qui a été enregistrée et qui vous sera envoyée en replay. Dans cette documentation, vous retrouverez les 4 épisodes liés au packaging qu'on a pu adresser durant ces dernières semaines. Il y aura un lien qui sera mis sur ce document et vous pourrez alors revisionner ces documents. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous ferait plaisir de discuter avec vous, d'approfondir vos sujets, vos problématiques et qu'on essaye ensemble de trouver des optimisations à vos packaging. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.